L'eau est une ressource essentielle à la vie et de ce fait à l'agriculture. Sans elle, aucune culture ne prospère, aucun élevage n'est possible. Sa gestion est un défi majeur pour l'activité agricole. Christine Touzet est éleveuse de cochons à Plouvara. Elle est aussi membre du bureau de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor. La Chambre d'agriculture est un organisme public qui est en charge de représenter les agriculteurs et de soutenir le développement agricole. Elle a un rôle de conseil auprès des agriculteurs tant sur la réglementation que sur la gestion. Alors, je pense que pour les éleveurs, je pense que c'est plutôt une boîte à outils. Si tu as besoin de t'installer, si tu as besoin d'un service, si tu as besoin d'un conseil sur ton installation classée, sur l'environnement, tu sais que tu vas trouver un technicien qui pourra te rendre service. La Chambre d'agriculture, c'est une interface, si on veut, entre toute l'administration, les associations, les agriculteurs. En résumé, la Chambre d'agriculture possède un rôle clé de conseil, formation, représentation, ainsi que de recherche et d'innovation. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Sur les différents mandats que l'on peut avoir, là, on va voir tout ce qui va se passer sur le territoire. On va pouvoir répondre à différentes questions. Ça peut être sur le suite à l'installation d'une entreprise, ça peut être sur les méthanisations. Après, ça peut être au niveau de l'environnement, faire partie de la commission locale de l'eau. Ça va être faire partie des groupes de travail sur la commission environnement. Voilà, on a un tas de thèmes que l'on aborde et les salariés de la Chambre d'agriculture les travaillent, nous les présentent. Et puis nous, en tant qu'élus, on va dire, oui, ça, on est OK pour le faire remonter, j'allais dire, à l'administration et pour le faire redescendre, le vulgariser vers les exploitants. À quoi sert l'eau en agriculture ? L'eau, j'allais dire, est indispensable à tous les niveaux. Alors, je vais parler plus au niveau de mon élevage. Moi, donc, à partir où on est éleveur. La principale utilisation de l'eau, c'est l'abreuvement. La seconde utilisation, c'est le lavage. Donc tout ce qui va rentrer dans le sanitaire, les productions porcines, volailles, on est obligé de laver et désinfecter nos salles à chaque transfert d'animaux. Et ça, c'est vraiment très, très important au niveau du sanitaire. Donc, on lave et on désinfecte. Et aujourd'hui, en plus, on voit très bien qu'on a un manque de manœuvre au niveau de l'élevage et on utilise de plus en plus de robots de traite, de robots de lavage. Et ce sont des éléments qui sont assez consommateurs d'eau. Et autrement, au niveau des cultures, il y a quelques surfaces irriguées au niveau de la côte par rapport aux légumes. Mais là, ça va plutôt être c'est pas forcément pour avoir des rendements supplémentaires, c'est plutôt pour avoir des légumes plus beaux, pour pouvoir commercialiser le maximum de légumes, parce que le consommateur préfère des beaux légumes aux légumes moches, comme on dit. D'où vient cette eau et avez-vous des solutions pour en diminuer sa consommation ? Donc l'eau que l'on utilise en élevage vient de forages, des forages privés que l'on a faits, qui sont déclarés. Autrement, si ce n'est pas au niveau des forages, ce sera de l'eau du réseau. Pour diminuer la consommation d'eau, on pourrait se dire pourquoi pas réutiliser l'eau de pluie. Maintenant, sans doute qu'on le fera, mais automatiquement, il faut associer le fait de récupérer de l'eau de pluie à un traitement, parce qu'on ne pourra pas introduire de l'eau comme ça dans nos élevages. Si un oiseau fait ses déjections sur une toiture, je peux très bien amener des microbes dans l'élevage. Pour nous, la réutilisation de l'eau n'est pas encore facile. On va y arriver, sans doute, quand on arrivera à faire des réserves, alors peut-être plus pour le lavage, quand on aura des systèmes de traitement d'eau qui seront sans doute aussi moins chers, efficaces aussi. Je pense qu'il y a du travail à faire dans ce sens. Même si les solutions ne sont pas toujours évidentes, des exemples de réutilisation de l'eau sont déjà mis en place. Sur notre secteur, en fait, on a des légumes, souvent c'est la tomate, qui est produite sous serre. Les serristes aujourd'hui récupèrent l'eau quand ils mettent 1 litre d'eau pour arroser leur culture, vont passer cette eau plusieurs fois. La plante va utiliser un petit peu, il va y avoir une partie qui va partir dans des gouttières et ils vont la réutiliser plusieurs fois de façon à en consommer le moins possible. Malgré les solutions déjà mises en œuvre, tout comme les autres usages, l'agriculture a aussi été confrontée à des difficultés. Au niveau de la sécheresse de 2022, je n'ai pas été très impactée, tout simplement parce que j'ai des forages qui ont tenu le coup. Par contre, je connais des collègues quand même qui ont eu certains forages, ont pu se retrouver donc asséchés, chose qu'on n'avait pas forcément vue les années précédentes. Les personnes qui avaient des bovins, là, il y avait beaucoup moins d'herbe dans les champs.
Ils avaient fait du foin. Le foin a été beaucoup utilisé durant l'été parce qu'il fallait bien donner à manger aux animaux. Donc là, il y a eu quand même des stocks hivernaux là, qui ont été un peu amputés par rapport à la consommation estivale, quoi. Mes collègues, les légumiers, ont été impactés, eux, par contre, parce qu'à partir du moment où il y a eu rupture de la chaîne d'alimentation en eau, ça impacte automatiquement les rendements. Si lorsque l'on parle de gestion quantitative de la ressource en eau, le manque d'eau est la première chose à laquelle on pense, des saisons très pluvieuses apportent également leur lot d'enjeux. Cet aspect ne doit pas être négligé, car les contrastes saisonniers en matière de pluviométrie vont aussi évoluer au-delà des précipitations. Concrètement, il y aura des étés avec beaucoup moins d'eau à tomber et des hivers où il y en aura beaucoup plus avec des événements extrêmes plus fréquents. C'est vrai que tout le monde se focalise sur 2022 et par contre, on s'est retrouvé quand même avec 2023 et 2024, des années pluvieuses, parce que l'hiver, donc après l'été un peu très moyen, l'été moyen de 2023, on a eu un hiver 2023 très pluvieux. Et là, on a eu du mal à mettre nos céréales. On les a mis dans les terrains étaient très humides. Donc, suite à ça, on a quand même eu des rendements très moyens en 2024. Et puis le maïs, certains ont pu le semer assez tôt cette année, en 2024. Et alors là, il y a, on va dire, du pic et du carreau au niveau qualité. Il y aura des très beaux maïs, et comme certains seront très mauvais parce qu'ils n'ont pas pu semer au bon moment. Pour la partie des légumes qui ont été semés assez tôt, il y a eu la partie maladie. Je pense que la partie maladie ça a été compliqué à gérer. Parce que, avec les développements des mildious. Au niveau de mon exploitation, je devais faire une réserve des silotours pour conserver mon blé. Et bien finalement, on a fait une cellule inertée. Inertée, ça veut dire que c'est comme une boîte de conserve. Je mets mon blé dans mon silo et après l'air est enlevé et du coup ça fige le blé, la qualité du blé. Et on avait oublié un peu avec 2022. On s'était dit, allez, là, on a un été super sec, on peut récolter nos céréales au 1er août sans problème et tout ça. Et quand on a vu 2022, et on s'est dit, là, on change notre projet. On est quand même en Bretagne, on remet un silo, on va travailler ça de façon à se dire, on aura des belles années, des années sèches, mais on aura surtout des années humides. Et on a bien fait, parce que quand on voit 2024, on était dans la même cour. Tout comme d'autres acteurs du territoire, la Chambre d'agriculture a décidé de se saisir de ces enjeux. Alors la Chambre d'agriculture a déterminé une feuille de route sur 4 axes. Le premier axe, c'est l'amélioration de la connaissance avec les études HMUC, avec différents diagnostics au niveau de l'élevage, avec des enquêtes. L'axe 2, c'est de la sécurisation et optimiser donc l'accès à l'eau pour tous les usages. Par exemple, faire du stockage hivernal pour de la redistribution en période estivale. Après, nous, on ne parle pas de bassines en Bretagne. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que généralement, on parle de réserve d'eau et on ne veut pas parler de bassines. Il peut y avoir plusieurs usages. Ça peut très bien être l'arboriculteur qui va utiliser l'eau de la réserve. Et puis peut-être, durant l'été, si on estime que la période d'étiage, qu'on arrive à un certain niveau qui est trop faible de la rivière, pourquoi pas en libérer pour laisser aussi un certain niveau d'eau dans la rivière. Je pense que ce sera important, le multi-usage. C'est que mieux, ce sera que vertueux. L'axe 3, c'est organiser le dialogue et participer aux échanges régionaux, locaux et à différents niveaux. Et puis l'axe 4, enfin, c'est le maintien de la qualité de l'eau, puisque l'objectif est de laisser ouvertes toutes les ressources, toutes les captages qui sont aujourd'hui ouverts, de les maintenir et bien sûr d'améliorer toujours la qualité de ces eaux. Donc par exemple avec la réduction des phytos. La feuille de route a été travaillée depuis 2022 et a été approuvée donc en 2023. Alors je pense que 2022 a peut-être accéléré. On y pensait déjà parce qu'on avait déjà fait beaucoup de travaux sur la partie qualité de l'eau. Et puis on sentait quand même, ça fait un moment qu'on parle quand même du réchauffement climatique et on savait qu'on avait cette réflexion à faire, mais ça a sans doute été boosté par l'année 2022. Comment se traduisent ces axes de travail au jour le jour ?
En fait, c'est un travail aux 4 niveaux là, que j'ai pu indiquer tout à l'heure. Le travail est un peu après quotidien et chacun on prend sa part. Et quand il va y avoir on va travailler sur des captages, par exemple, ça va être les captages prioritaires, et on va amener aussi la partie, donc il y a la partie, réduction des phytos, on va essayer d'accompagner les agriculteurs pour que ce soit moins douloureux pour eux. Ce que la Chambre souhaite, entre autres, c'est ne pas aller forcément vers le zéro phyto, mais ça va être de se dire, si je fais un maïs, au lieu d'aller mettre du phytosanitaire, je vais utiliser par exemple le binage, le désherbage mécanique. Ça va être comme quand on est dans son autre jardin, au lieu de prendre un produit chimique, là je vais prendre ma binette. C'est pareil, mais on le fait dans le champ. Aux côtés d'autres acteurs, tels que les acteurs scientifiques ou encore les coopératives par exemple, la Chambre d'agriculture tente d'identifier des pistes d'action et des solutions. La Chambre a pu proposer des diagnostics qui ont permis de savoir sur une exploitation où en était l'exploitant, quelle était sa consommation, quelles étaient ses marges de manœuvre. Et puis, en fonction de références régionales, on a pu trouver des axes d'amélioration. Et on voit bien que l'industrie agroalimentaire a fait énormément d'efforts et de prise de connaissance aussi. Et je connais aussi un éleveur qui a fait appel à une entreprise qui pose des compteurs électroniques dans l'industrie. Et comme ça, il va pouvoir aussi améliorer sa connaissance. Ça va être des choses comme ça, parce qu'auparavant, on n'utilisait pas trop l'électronique. Il fallait aller voir au compteur ce qu'on avait consommé et tout. Et là, peut-être qu'avec l'intelligence, le compteur va être électronique. Il aura sur une application la différence de consommation. Et on va même plus loin, puisqu'il y aura peut-être la consommation qui va être utilisée dans l'élevage, mais on dit aussi que souvent, dans un élevage, quand il y a par exemple un épisode de grippe, souvent les animaux consomment moins d'eau. Donc ce sera peut-être aussi un précurseur, peut-être pour une amélioration sanitaire aussi. Donc ça va y avoir sans doute aussi double jeu, et idéalement, c'est quand on arrive à travailler comme ça en se disant, allez, je vais améliorer l'environnement, mais en plus je vais améliorer le sanitaire de mon élevage. En fait, on va faire une boucle vertueuse. Et je pense que là, c'est vraiment très intéressant. On a une partie recherche à la Chambre d'agriculture qui est très développée. Toutes les recherches qui sont faites sur les nouvelles cultures, les nouvelles semences, les traitements phyto. On a les stations animales aussi, donc la partie laitière. On aura aussi des connaissances, parce qu'il y a la partie sur Varèse, on a des robots de traite, par exemple. On va avoir beaucoup plus de connaissances sur la partie consommation en eau. On a sur la partie porcine à Crécom, on a aussi des recherches qui sont en cours. Je veux dire, comme on disait tout à l'heure, on a passé le cap pour aller vers des études quantitatives et peut-être toujours qualitatives, mais l'aspect quantitatif est mis aussi au cœur maintenant de nos recherches. La Chambre d'agriculture prend également part aux études HMUC. Donc le rôle de la Chambre dans les études HMUC, c'est de représenter tous les agriculteurs, toutes les agricultures, et quels seront nos besoins, quels sont nos besoins, quelles sont nos préoccupations, est-ce qu'on a pensé aux conséquences de ce qui allait être mis en place, et un rôle aussi primordial, c'est de dialoguer avec tous les acteurs qui nous entourent. Au niveau de la Chambre d'agriculture, on essaye de s'investir au maximum dans la commission locale de l'eau, au niveau des stages, au niveau, auparavant c'était par rapport au qualitatif, c'était le comité nitrate. Enfin, l'eau c'est notre gagne-pain aussi. Je veux dire, on est les premiers impactés. On a été très, par rapport à la quantité, par rapport à la qualité, on a été très réglementé. Et par rapport à la quantité, on va être aussi aux premières loges. Quand on a sur nos périmètres de captage, en fait, il y a des agriculteurs qui travaillent sur ces endroits-là et qui avaient un système de culture, par exemple, qui faisaient par exemple du maïs ou du blé sur ces espaces-là. Puis là, on va leur dire, attention, dessous, là, sous ton terrain, il y a de l'eau. Là, il faut qu'on sanctuarise cette eau-là.
Et puis, maintenant, il faudra peut-être plus de phyto, il faudra plus faut que tu mettes moins d'azote. Donc maintenant, il va falloir aussi que nous, on arrive à discuter pour pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le compenser, comment on peut faire que cette personne-là puisse quand même toujours vivre de son exploitation. Alors, c'est pas facile, hein, on y travaille au quotidien, mais à partir du moment où on a besoin du milieu, mais des fois, on peut se retrouver vraiment avec contraint aussi avec ce milieu. Jusqu'à présent, le coût de l'eau n'était pas important. Donc, tu pouvais consommer l'eau. Et là, si tu mets en place, que ce soit des compteurs électroniques, tout de suite, c'est 1 000 €. Quand tu vas faire une installation avec une citerne pour remplir de l'eau de pluie, ça va sans doute aux alentours de 10 000 €. Le traitement, c'est à chacun ses deniers. Donc, peut-être que dans l'évolution, si on veut donner peut-être un coup de boost, ça pourra peut-être avec des aides, peut-être pour pouvoir mettre ça. Et je veux dire, c'est vrai que la dimension économique n'est pas neutre quand même. Ce podcast a été réalisé par Swazik et Marion Bourris dans le cadre de l'étude Hydrologie, milieu, usage et climat portée par le syndicat mixte de la baie de Saint-Brieuc sous l'égide de la commission locale de l'eau de la baie de Saint-Brieuc. Tino Gély a réalisé les musiques d'intro et d'outro.